Bonjour à tous et soyez les bienvenus aux Rencontres du développement durable organisées par Open Diplomacy et Montpellier Business School. On est vraiment très heureux de vous retrouver cet après-midi pour la deuxième table ronde de la journée pour parler de la transition en confiance et plus globalement de la manière dont la confiance peut changer nos vies ou en tout cas changer l'économie ou améliorer le fonctionnement de la société. On va être ensemble jusqu'à 15h30 pour parler de ce sujet avec d'abord un échange avec nos invités et puis ensuite vous pourrez poser toutes vos questions directement sur le site internet et on en posera quelques-unes à nos invités. Je suis sûr que ces questions elles seront formidables. Alors avec moi j'ai Jean-Christophe Combe qui est directeur général de la Croix-Rouge française. Bonjour. Bonjour. J'ai Sofiane Kerarfa qui est membre du directoire du groupe SOS. Antoine Denoy, qui est directeur général d'AXA Climate. Bonjour. Et Magali Marais, qui est professeur associé à Montpellier Business School, co-titulaire de la chaire Management Inclusif, Engagement Sociétal et représentant de nos partenaires aujourd'hui, Montpellier Business School. Bonjour. Bonjour, ravi d'être avec vous. C'est le titre le plus long. Hein. Vous avez vu? On a essayé de... On fait ce qu'on peut. Alors, on va passer 1h30 ensemble pour parler donc de la question de la confiance. C'est un sujet qui peut paraître comme ça, un peu abstrait. On se dit au fond, qu'est-ce que ça veut dire cette notion, la confiance? Qu'est-ce que ça vient faire dans un forum très concret comme celui des rencontres du développement durable? Alors moi, je donne des cours d'éco à côté de mon engagement ici à Open Diplomacy. Et la confiance, je pense que c'est un mot qui revient le plus souvent quand on parle d'économie. Comment est-ce qu'on fait pour créer de la confiance entre les agents économiques? Comment est-ce qu'on fait pour créer de la confiance entre les différents acteurs de la société pour permettre en fait tout simplement à l'économie, à la société de mieux fonctionner? Ça fait partie des quelques questions dont nous allons parler ensemble. J'accueille en particulier Coralie Dubost, députée de l'Hérault qui vient de nous rejoindre. Oui, votre arrivée m'a fait perdre mon sang-froid. En tout cas, je suis très heureux que vous soyez avec nous et qu'on puisse échanger ensemble pendant 1h30 sur ces questions de confiance dans l'économie, puis de manière plus générale, confiance dans le fonctionnement de la société. Je vous propose de passer une dizaine de minutes d'abord à se poser les questions de l'état des lieux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de confiance dans l'économie française, dans la société française, puis de manière plus générale dans le monde. Je pense que plus on fait de comparaisons internationales et le mieux on se portera. Alors pour commencer, j'ai envie de commencer par vous, Madame la députée, et de vous poser la question de savoir, en France, en Europe, dans le monde, les oppositions sont nombreuses. Dès qu'un projet est lancé, on fait tout de suite face à des lobbies, à des citoyens qui parfois, de manière tout à fait pertinente, sont en opposition. Comment est-ce qu'on fait pour créer un climat de confiance et un sentier de crête qui permet de faire aboutir des projets face à toute cette défiance? Bonjour à toutes et tous déjà, ravi d'être parmi vous. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs points. Quand vous lancez un projet, en France, en Europe, ailleurs, mais en France quand même, on a une tonalité toute particulière. Vous avez toujours un regard très critique qui est porté sur le projet, un esprit critique naturel français, qui me semble être une bonne chose parce qu'il permet de finalement s'inscrire dans une perspective d'amélioration, de co-construction, qui est favorable au bon déroulement des projets et de l'intérêt public en général. En revanche, ce qui a émergé ces derniers temps, ces dernières décennies, et je pense que c'est même en transpartisan, cela ne dépend pas des gouvernements, c'est juste un état d'esprit sociétal qui s'est développé, c'est que l'exigence s'est transformée en défiance. Et là, c'est dommage, parce que la critique est saine, le pluralisme est d'ailleurs l'essence de nos sociétés démocratiques et nous en avons absolument besoin. En revanche, l'opposition absolument radicale, elle, peut porter préjudice et entraîner la rupture du dialogue. C'est cette rupture du dialogue qui pose problème. Qu'il y ait des questions à poser, qu'il y ait des choses à discuter, qu'il y ait des critiques à émettre, qu'il y ait des corrections à apporter à un projet, rien de plus normal et sain dans une société qui se veut discutante. Or là, il y a rupture du dialogue et on l'observe à la fois sur des grands projets nationaux comme sur des tout petits projets locaux, systématiquement, et je ne sais pas combien de situations je pourrais vous en citer, mais beaucoup. J'ai là en tête notamment deux mairies, deux élus locaux de ma circonscription avec qui j'ai échangé très récemment. Ils ont quand même des projets municipaux qui sont bloqués depuis plus de 15 ans par des procédures judiciaires successives, administratives ou au tribunal judiciaire, d'associations très radicales qui s'opposent systématiquement, qui refusent le dialogue avec le conseil municipal
en lieu et place du contentieux. Et donc, évidemment, là, ça devient extrêmement problématique pour l'ensemble des interlocuteurs, pour l'ensemble des habitants, pour l'ensemble des bénéficiaires potentiels. Et vous ne pouvez pas avoir systématiquement un déport du dialogue public et démocratique sur la justice. Je pense que même pour le magistrat, ça devient une position intenable, parce qu'il va devoir faire un choix entre prendre une position quasi politique ou faire une application du droit dans des limites très fortes, puisque ce sera au cœur d'un débat en réalité tout à fait politique et non interindividuel. Donc là, on a un petit déport des usages qui s'est fait au fur et à mesure des années, qui conduit aujourd'hui à ce climat de défiance extrêmement poussé et extrêmement procédurier. Ça, c'est un levier sur lequel il faut absolument travailler pour les décennies à venir. On ne peut pas rester dans cette situation qui entraîne de nombreux blocages et qui s'observe beaucoup plus finalement au quotidien dans les relations, je trouve, entre élus municipaux et associations qu'avec les administrations. On parle souvent du caractère bloquant des administrations. En réalité, on le trouve un peu plus là-dessus. Et sur cette défiance, comment est-elle arrivée comment on est passé de l'exigence à la défiance? Parce que finalement, c'est un peu ça la question. Il me semble que les temps modernes nous ont fait mécomprendre ce qu'était la quête de perfection. On va toujours reprocher à un projet de ne pas être parfait. Il faudrait qu'il soit absolument parfait. Et s'il n'est pas parfait, c'est que forcément, il est délétère. Pas du tout. Et je pense que la quête de perfection doit être totalement consciente du fait qu'elle n'est que quête et qu'elle ne sera jamais atteinte. Qu'elle ne sera jamais qu'un cycle qui permettra de s'améliorer, mais que la perfection n'est a priori pas de ce monde et que l'imperfection est même bienvenue pour pouvoir continuer à échanger, à dialoguer et à construire ensemble, et que c'est l'essence de notre pluralisme. Alors cette exigence qui devient défiance, selon votre formule, cette défiance qui devient systémique, est-ce que, monsieur le directeur général de la Croix-Rouge française, Jean-Christophe Combe, est-ce que vous partagez ce constat, puisque vous êtes sur le terrain tous les jours, grâce à la Croix-Rouge avec les Français? Oui, je constate la même chose, notamment la polarisation de la société qui est extrêmement forte. Après, moi, j'amènerais dans tout ça une touche extrêmement positive, parce que je crois que la crise que nous venons de vivre, ou que nous continuons à vivre aujourd'hui, elle a montré qu'il y avait des solutions qui étaient ailleurs, qui existaient. Moi, j'ai été absolument stupéfait en fait de la manifestation de l'envie d'agir au sein de notre société et de ce que ça a pu donner, et ce qu'on a été capable de faire face à l'adversité. J'ai envie de dire d'ailleurs que face à cette adversité, on arrive à trouver des solutions. On a vu des choses autonomes, spontanées, des dispositifs désintermédiés entre guillemets naître sur les territoires et créer des solutions, des réponses à la crise et forger là la résilience de la société française. On le trouve aussi dans la confiance qu'ont les Français aujourd'hui et au-delà d'ailleurs qu'a la population dans les acteurs de proximité. On a vu que voilà, sur ces questions de défiance, elle touche beaucoup d'acteurs nationaux, globaux, etc. En revanche, elle touche beaucoup moins les acteurs de proximité. Les associations en font partie notamment. Alors, on n'est pas à l'abri de cette défiance, mais néanmoins, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même encore aujourd'hui une grande confiance dans ces acteurs et qu'on peut faire des choses. Je donne un exemple, Croix-Rouge. On a, je crois, apporté utilement notre contribution dans la campagne de vaccination, justement parce qu'on a apporté cette confiance que la population n'a pas forcément dans les institutions, voire dans la science aujourd'hui, et que on a permis de vacciner un certain nombre de personnes qui n'avaient pas totalement confiance dans le système. On le fait toujours aujourd'hui d'ailleurs auprès des personnes les plus vulnérables, mais parce que les gens ils ont confiance dans les acteurs de proximité, dans les acteurs du quotidien qui agissent sur le terrain. Alors, je vous en prie, allez-y. C'est très intéressant parce qu'en réalité, et d'ailleurs je voulais vous remercier pour toutes les actions qui avaient été menées en matière vaccinale, et au-delà, il me semble qu'il y a deux secteurs différents. Pardon, parce que ce sera une généralité, il y a évidemment des exceptions, mais si je dois globaliser un petit peu, effectivement, tout ce qui est dans le champ de l'accompagnement humain et social, je trouve que la confiance est restée avec les acteurs de proximité, et pour les acteurs, qu'ils soient associatifs ou élus. En revanche, quand on est, parce qu'on parlait de transition, et je pensais à la transition écologique, quand on bascule dans le champ écologique, là, je trouve que la défiance est devenue beaucoup plus forte et très radicale dans les postures. Et en réalité, selon que mes élus locaux
soit en relation avec des associations en matière sociale, humaine, etc. Ça se passe très bien. Et dès qu'on bascule dans d'autres champs tels que ceux de la matière écologique, c'est beaucoup plus compliqué et on observe des clivages beaucoup plus défiants. Donc j'auto-modère mon propos précédent selon que l'on envisage une transition strictement écologique ou effectivement qu'on soit dans le champ social et humain. Bon, en tout cas, voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'au fond, il existe quand même un gisement de confiance en France et que ce gisement, c'est peut-être possible de l'exploiter. Alors, je me tourne justement de l'autre côté du plateau. Parce qu'il y a un élément dont on n'a pas encore parlé qui est important. Vous avez évoqué la transition écologique, mais aussi tout de suite la cohésion sociale que vous avez en filigrane évoqué. Cette cohésion sociale, elle est territoriale, elle est liée à l'organisation des politiques publiques, au tissu associatif. Alors comment est-ce que on pourrait, ou pas d'ailleurs, réussir cette transition sans cohésion sociale? Comment est-ce que la cohésion sociale peut être vecteur de confiance et faciliter la transition? Je vous pose la question, Sofiane Karafa, vous êtes membre du directoire du groupe SOS. Merci beaucoup. Vaste question. Je ne sais pas ce qu'on peut faire sans cohésion sociale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de valeurs qui guident la construction de notre société, notamment les valeurs républicaines, un certain nombre de textes fondamentaux. Et je pense que dès qu'on s'attaque à ces valeurs, il faut qu'on soit ensemble, collectivement, capable de réagir et réagir très vite. Je pense que l'humanité a fait énormément de progrès. Je pense que quand on remet en cause, par exemple, l'abolition de la peine de mort ou le droit à l'avortement, c'est des choses où tout de suite, nous, collectivement, on doit prendre la parole. Je pense que quand il y a des mensonges qui peuvent être dits ou des choses qui sont fausses, je le vois au groupe SOS, on gère évidemment des personnes très vulnérables, des personnes migrantes, des personnes sans domicile fixe, des personnes extrêmement précaires, des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse. Et je pense que le climat que Madame la députée évoquait sur notamment des idéologies qui pouvaient être exacerbées, je pense qu'il faut qu'on soit à capacité de réagir très vite parce qu'on arrive dans une société où la vérité est une opinion comme une autre. Et ça, c'est très grave pour créer, parce que je ne sais pas comment je crée quelque chose de collectif à partir du moment où même les fondamentaux, même la vérité est elle-même remise en question. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on évolue là-dessus. Alors, il y a quelques leviers, à la fois, je le disais, élever la voix. Il y a peut-être aussi sur les réseaux sociaux un certain nombre de choses à faire. Nous, au groupe SOS, on a des actions notamment dans les quartiers où on fait de l'éducation critique aux médias, où on crée des fake news avec les jeunes, notamment pour montrer qu'en fait, c'est un peu à la portée de tout le monde de créer des fake news. Et ça, je pense que ça apporte un peu plus d'intelligence collective. Et la deuxième chose, alors effectivement, combattre les idées, les fausses idées reçues et les fake news pour créer de la cohésion. Et puis après, je suis assez d'accord avec Jean-Christophe, c'est-à-dire qu'il faut... il y a des choses qui sont possibles et la crise l'a montré. Au groupe SOS, après la crise des Gilets jaunes, on a établi un constat que sur 33 000 communes de moins de 3 500 habitants, il y en avait 26 000 qui n'avaient plus rien. Plus de services, alors plus de services publics, mais également plus de cafés, plus de points poste, plus d'épiceries. Et donc on s'est dit qu'on allait créer une initiative, qui était l'initiative des 1000 cafés, qu'il s'agissait de recréer des cafés, redynamiser les villages, redynamiser les territoires. Et ça, on ne l'a pas fait tout seul. D'abord, on l'a fait avec les élus et les élus de proximité, en demandant aux maires d'être candidats pour réouvrir un café, puis apporter de la concertation, c'est-à-dire d'associer l'ensemble des habitants, et ça c'est des valeurs fondamentales pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire, que d'apporter de la cohésion, d'apporter de la concertation, et tous les habitants ont dit, moi je veux un point poste ici, moi je veux un café là, je veux avoir accès à la culture, et puis évidemment être associé aux partenaires privés. Il y a des tas d'entreprises qui sont à nos côtés pour toutes les innovations sociales qu'on propose, et évidemment les partenaires publics. Et donc je pense qu'il y a des leviers pour créer de la cohésion, il y a des méthodes, et puis surtout il y a des limites sur lesquelles il faut s'ériger. Contre lesquelles il faut s'ériger, pardon. C'est très clair, Sofiane Karafa. Peut-être, Antoine Denoy, vous êtes directeur général d'AXA Change. Pas du tout. D'AXA Climate, excusez-moi. Aucune importance. Je te taquine. Mes fiches n'étaient pas à jour, mais vous avez raison. Donc vous êtes directeur général d'AXA Climate, on va dire que vous n'avez rien remarqué et qu'on refait comme si.
Sur ces questions de confiance et d'impact de la cohésion sociale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Moi, je vais prendre l'angle vraiment de l'entreprise, de l'entreprise privée. Et la confiance dans une entreprise, quand on a une grande entreprise avec beaucoup de collaborateurs notamment, c'est d'abord une affaire de culture. Je vais essayer de pas caricaturer, mais je vais le faire en même temps que je le dis. Pendant des années, l'entreprise a construit sa confiance sur une promesse de performance, notamment financière. Ça a fait bouger beaucoup d'entreprises depuis l'après-guerre, et ça a fait de grandes réussites, et ce qui a fait que les gens étaient contents de venir au boulot aussi, parce qu'il y avait une confiance notamment dans le management, dans le top management, autour de l'idée qu'on était ensemble pour réussir quelque chose qui était de l'ordre de la performance. Je suis un peu réducteur, mais c'est ce qu'on a vécu pendant des décennies encore récemment. Et là, le vrai changement de paradigme pour les grandes entreprises, il est très tangible, il est hyper concret au quotidien. C'est que là, ce qui est attendu des collaborateurs, c'est quelque chose d'autre que la performance, en tout cas financière. Et donc, c'est une cause un peu plus collective. Moi, j'ai un chiffre qui avait beaucoup marqué, c'était 76%. 76% des collaborateurs sur les marchés anglais et français veulent faire des choses concrètes pour l'environnement dans leur poste de travail, dans leur quotidien professionnel. Et donc, il y a une énergie des collaborateurs. Et la confiance a encore probablement un peu de mal à se tisser, à se construire dans les entreprises. Parce que pour moi, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Il y a l'incarnation et le lâcher-prise. Notamment les jeunes générations, quand on leur propose des jobs et de rentrer dans des grandes entreprises, sont très attentifs au caractère incarné des convictions, au plus haut niveau de l'entreprise. Et ça ne trompe pas. Parce que quand on se fixe une raison d'être, une mission, parce que le terme est à la mode, eh bien, il y a les dirigeants qui l'incarnent et il y a ceux qui ne l'incarnent pas. Et ça se sent tout de suite. Les jeunes générations, puisque on parle d'elles, le sentent tout de suite et ne vont plus dans les entreprises où il n'y a pas un alignement de cœur, de tripes et de mental sur ces sujets au niveau des hauts dirigeants. Et puis le second point, c'est le lâcher prise. Et ça, c'est fondamental, sans faire de la philosophie de comptoir. À partir du moment où on raisonne sur la confiance, on peut le raisonner à sur des périmètres très très différents. Mais quand on revient à la confiance qu'on a nous-mêmes envers nous-mêmes, parce que ça joue aussi à une maille individuelle, ça s'appelle aussi se connecter à son énergie et ce qui fait du sens pour chacun d'entre nous. Et on a des entreprises encore qui ont une structure assez hiérarchique, où il n'y a pas tellement de lâcher-prise, pas tellement de créativité, ou en tout cas il n'y a pas vraiment d'environnement qui est apporté aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'exprimer et contribuer à la cause collective avec leur propre cause individuelle. Et donc je pense que le grand sujet des entreprises, c'est quel environnement peut permettre, en termes de culture, de laisser les gens s'exprimer et puis de laisser les gens suivre leur énergie individuelle. Parce qu'il y a une chose fondamentale, moi j'ai lu beaucoup de choses dessus et il y avait un enseignement que j'avais gardé, la clé de la performance, c'est l'estime de soi. Et donc si on n'a pas cette estime de soi, ça va se faire au détriment de la performance collective. Donc il faut vraiment aussi que l'entreprise se soucie de la maille individuelle. C'est très clair, merci. Alors justement, on a la chance d'avoir avec nous Magali Marais, qui est professeure à Montpellier Business School, qui est donc un des partenaires des rencontres du développement durable. Magali Marais, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, quelle est votre perception de la confiance en entreprise? Comment est-ce qu'on peut créer cette confiance? Comment est-ce qu'elle peut être source de performance? Alors déjà, effectivement, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est cette notion d'estime de soi. Enfin, ça c'est au niveau individuel, hein. Mais je crois que vous rappeliez très justement que l'estime de soi, c'est une construction individuelle, psychologique, mais c'est aussi une construction sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même socle d'estime de soi, de confiance, et ça c'est extrêmement dépendant des conditions dans lesquelles on a grandi, de conditions sociales dans lesquelles on a grandi, etc. Et ça rejoint, je crois, très justement ce que vous évoquiez sur la notion de cohésion sociale, hein, en lien avec cette confiance. Nous, que ce soit en entreprise ou dans la société en général, on définit la cohésion sociale comme la capacité d'un groupe, d'une société, à finalement préserver le bien-être des individus qui la composent, tout en limitant les exclusions et en évitant les marginalisations. Donc, c'est un socle important parce que finalement, quand on a une cohésion sociale qui est fragilisée, donc on a un certain nombre d'exclusions ou de marginalisations, eh bien, d'une certaine manière, le consensus qu'on pourrait obtenir sur un ordre social à partager, sur la volonté de faire société ensemble, est lui-même fragilisé. Et on le voit quand les mécanismes excluants, que ce soit en sociologie, que ce soit dans nos entreprises ou que ce soit dans la société en général, génèrent des phénomènes de violence, génèrent des phénomènes de repli sur soi et des phénomènes de fermeté.
fermeture. Et on en arrive du coup après à une polarisation, une radicalisation finalement d'un certain nombre de positions, mais qui quelque part aussi trouvent leur terreau dans des inégalités ou dans des réalités de terrain qui parfois elles-mêmes n'étaient pas celles qu'on aurait espérées. Et je crois que ce que vous disiez sur le groupe SOS et sur le travail de terrain, ou ce que fait aussi la Croix-Rouge, et comme vous le soulignez aussi, Madame la députée, il y a vraiment ce travail aussi de rappeler ce fondement de vivre ensemble et de participer ensemble pour pouvoir éviter justement et réfléchir sur ces lévitations, sur la manière d'éviter cette polarisation des positions et des discours. Et ça, pour moi, en tout cas, on le voit dans les entreprises, encore une fois, mais chez nos étudiants aussi, c'est le fondement de la confiance, mais plus largement de la vitalité de notre vie citoyenne démocratique. C'est très clair. Alors, je crois qu'Antoine Denoy... Non, ça a évoqué quelque chose en résonance. Alors, moi, je suis très en train en ce moment parce que c'est ma préoccupation de communication non violente. Et donc, je trouve ça absolument incroyable et très efficace. Et je rejoins parce qu'évidemment qu'on est tous le fruit de parcours sociaux très différents. Et donc, on est tous des individualités très différentes. Mais in fine, ce qu'apprend la communication non violente, c'est quand on vient à l'idée d'un besoin individuel, en fait, il s'exprime dans une trentaine de besoins assez universels. Et donc je pense qu'une grande partie de l'utilisation qu'on pourrait faire de ces techniques de communication non violente, c'est de revenir aux besoins, de dépasser les façades, les positions, les finalités justement un peu artificielles. Et en revenant aux besoins et en reposant le besoin, je trouve que ça permet aussi d'arriver au consensus un peu plus facilement. C'est très vrai à une maille individuelle, quand on parle à son époux, à son épouse, à ses enfants, et c'est aussi vrai à une maille même dans l'entreprise. Quand on la met en place, même entre des groupes, des départements, des équipes différentes, il y a beaucoup de vertus, il y a beaucoup de résultats. Parce qu'on revient à des choses finalement de l'ordre de la commune humanité, et puis on retrouve un peu la boussole collective. Ok, c'est très clair. Je prêche pour énormément de techniques de développement personnel, Okay. Et j'en ai Vous pas terminé. pourrez nous en parler après la table ronde, comme ça on sortira grandi. Voilà, et puis j'espère que chez AXA Climate, vous faites tout ça. Restez avec nous. Parce que c'est absolument pas un carnet. Très bien. Bon, écoutez, restez avec nous, on va continuer à parler de la confiance. On vient de faire un premier panorama, maintenant on va essayer de se poser la question des causes et puis de mettre un peu en perspective ce problème de confiance qui traverse la société française, même si on l'a vu, de secteur en secteur, il peut avoir des différences et on a déjà esquissé des solutions. Alors, ma première question, elle viendrait plutôt pour Coralie Dubost. Comment est-ce que, face à ce problème de confiance, face à cette situation de défiance, comment est-ce qu'on peut faire avancer des projets? Comment est-ce qu'on peut garantir cette transition qu'on est en train de construire? Et est-ce que peut-être la transparence serait un outil qui favoriserait la création de confiance? Ou est-ce qu'au contraire, la transparence ne fait qu'entraîner la défiance? Désolé, vous avez déjà un petit peu répondu à la question dans la façon de la poser, en réalité. La transparence est un vœu pieux, mais qui effectivement est à double face. Elle peut rassurer dans un premier temps parce qu'elle donne un sentiment d'accès à ce qui est en train de se passer, et derrière ce sentiment d'accès, un sentiment de maîtrise, de compréhension et de vérification. Oui. Et rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée d'imperfection qui est censée en révéler beaucoup plus des sous-jacentes et être propice à tout fantasme. La problématique de la transparence, c'est que dès qu'il y a un élément dans les chaînons, dès qu'il y a un élément, une maille qui n'est pas comprise, on va en tirer des conséquences terribles. Donc oui et non, ça entraîne aussi de la défiance, ça peut entraîner les deux. Moi, je ne suis pas une aficionado de la transparence, tout n'a pas à être connu pour être compris. Je préfère qu'on donne de la vision, du sens et qu'on y mette de la volonté, de la détermination et des actions concrètes. Et je pense que c'est beaucoup plus rassurant, en tout cas à échelle population, de sentir qu'il y a une véritable volonté politique, une véritable capacité à faire et une détermination, une persévérance qui incarne une sorte de repère pour l'avenir. Est-ce qu'il y a besoin de venir expliquer tous les matins comment on s'y prend chaque jour et de détailler, demander à chacun de détailler? Je ne suis pas certaine. Je trouve que parfois on a quand même basculé aussi dans certains excès en voulant absolument tout dépioter, mettre en doute, etc. Il faut aussi que chacun puisse agir. Et si on passe son temps à tout expliquer, on perd beaucoup de temps pour faire. Donc il faut que quand même les places puissent être tenues. Donc transparence, non. En revanche, persévérance, authenticité, explication, vision, évidemment. Le courage politique indispensable pour accompagner une transition, qu'elle soit écologique ou solidaire, ou les deux.
partenarial, il faut absolument bosser avec tout le monde. Ce qui n'est pas forcément évident, c'est facile à dire comme ça dans l'idée, mais quand vous avez une politique locale, la mettre en œuvre avec le national, alors que vous n'êtes pas forcément du même parti, ça implique que vous êtes capable déjà d'une certaine hauteur de vue. Et la logique inverse est juste, c'est-à-dire que vous faites partie d'un groupe nationalement parlant, il y a des actions locales à accompagner, mais d'autre bord, il faut faire acte d'auteur de vue pour y aller et l'assumer. Mais je crois que ça se met en place et que notamment les nouvelles générations de politiques sont assez exemplaires en la matière. Je peux dire aussi qu'à l'échelle de Montpellier, puisque je suis élue de Montpellier, vous avez des jeunes générations de politiques, que ce soit en parlementaire ou en maire, qui savent bosser main dans la main, même s'ils ne sont pas du même bord. Et ça fait quand même du bien, je pense, à tout le monde. Donc oui, l'avenir est possible. Et j'écoutais avec attention ce qui était dit aussi sur la partie entreprise. Derrière tout ce qui est estime de soi, etc., et techniques de développement personnel, je me disais que quand même, on en revenait aux bonnes vieilles notions de respect entre individus et entre acteurs sociaux, politiques et culturels et économiques. En fait, si on se respecte les uns les autres, si on respecte la fonction de l'autre, les projets de l'autre, normalement doivent en décliner une capacité à écouter, entendre, comprendre, partager et trouver des solutions ensemble. En fait, c'est à notre portée. Je sais que tout a été hyper individualisé dans le sentiment de bien-être afin de communiquer avec autrui, etc. Mais enfin, on reste des animaux sociaux quand même. Il faut que, profondément, la valeur respect reste fondamentale pour avancer collectivement. Oui, en tout cas, je vois que face à cette idée de transparence qui infuse de plus en plus, au fond, peut-être revenir à des valeurs fondamentales, c'est peut-être plus simple et plus efficace. Alors, justement, je me tourne vers vous, Sofiane Carafa du groupe SOS. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement faire le constat qu'on vit dans une société de défiance? La défiance, elle est partout, elle est généralisée. La transparence, parfois, l'aggrave, parfois, sauve un peu les meubles. Mais est-ce qu'on ne devrait pas accepter le fait qu'on vit dans cette société de la défiance et se concentrer sur certains projets précis pour construire un peu de confiance, mais au fond accepter que cette confiance, maintenant, c'est plutôt l'exception que la règle? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi et puis certains de mes collègues, et je pense même le panel autour de la table, c'est très difficile d'accepter des constats négatifs et qui peuvent être améliorés. Je pense qu'on est tous là, à la fois dans notre travail, on cherche du sens dans notre quotidien pour changer les choses et agir pour un peu de transformation sociale et écologique au cours de notre vie. Après, je pense qu'il y a, sur la question de respect, il y a des choses à en tirer. C'est-à-dire que quand on parle d'insertion par l'activité économique, notamment, quand on parle d'inclure des personnes et d'inclure des personnes vulnérables, il y a effectivement énormément de respect dans la capacité que nous avons à regarder l'autre différemment. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on tire des richesses de la vulnérabilité, chose qu'on ne fait pas assez. Alors ça se fait dans le milieu sanitaire. On parle parfois de patients experts, c'est-à-dire des personnes qui ont suivi un parcours complexe et qui rentrent dans une équipe pédagogique parce que, par exemple, en matière d'addiction, c'est plus facile de parler à quelqu'un qui a été un ancien addict parce qu'il nous comprend mieux. Et ça, tirer des richesses de la vulnérabilité, je pense qu'on a à gagner beaucoup de ça, et pas que dans le secteur de l'addiction ni dans le secteur du social, mais un peu partout. Dans le secteur de l'inclusion dans l'emploi, on le voit aussi, le président du groupe SOS, Jean-Marc Borrello, avait fait un rapport pour l'inclusion dans l'emploi où il avait montré que, effectivement, il fallait à la fois que les pouvoirs publics puissent mobiliser énormément de crédits pour l'insertion par l'emploi, ce qui a été fait, je crois que les crédits ont été doublés par 2 ou par 3, mais il s'agit aussi pour les entreprises de changer leur regard et que tendre la main qui est tendue, compte autant que la personne qui accepte le fait d'être accompagnée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup pointé les personnes en parlant d'employabilité, c'est-à-dire la capacité que j'ai à m'insérer dans un emploi, à m'insérer dans un parcours, à avoir du savoir-être, à arriver à l'heure et puis à trouver un emploi.
Je pense qu'on n'a pas aussi assez parlé de l'employeurabilité, c'est-à-dire que la capacité que nous avons dans chacune de nos institutions, associations, entreprises ou États, à intégrer des personnes qui sont peut-être un peu plus exacerbées, un peu plus méfiantes, mais parce que, comme le disait Madame, elles viennent d'un parcours peut-être plus difficile, plus inégalitaire. Je le rappelle, le président de la République l'avait dit dans un discours récent, il faut sortir, pour sortir de la pauvreté, il faut 6 générations. Et donc, si vous voulez, j'appelle ça une vulnérabilité. Et je pense que notre regard et notre capacité à modifier cela doit se mobiliser. Et pour le coup, il y a des leviers. Et donc, voilà, travailler sur soi, travailler sur le regard qu'on envoie vers l'autre. C'est très clair. Alors, peut-être justement, Antoine Denoy pour AXA Climate, est-ce que plus globalement, et je vais faire très attention jusqu'au bout, vous allez voir, est-ce qu'au fond, on ne peut pas se dire aussi que face à cette situation de défiance, il faut construire une confiance par cercle concentrique, commencer par un petit noyau dur, ça vaut en entreprise comme en politique, comme dans les associations, et puis ensuite faire grossir la confiance avec la réussite du projet? Alors, c'est hyper intéressant la transition écologique parce que ça amène les entreprises à réfléchir différemment à leur coopération. Ça a toujours été compliqué une coopération entre des boîtes d'une même filière. On a toujours, il y a beaucoup de communication sur des alliances, sur des choses à faire ensemble, mais dans les faits, il y a assez peu de choses qui sont partagées en fait entre les entreprises, notamment d'un même secteur. Je pense que la chance qu'on a, l'opportunité, c'est globalement, comme tout est lié dans la transition écologique, le vivant est lié au carbone, la biodiversité, la santé des gens tout autour. Je pense que la chance qu'on a, l'opportunité, c'est de relocaliser l'entreprise sur des petits écosystèmes locaux qui vont permettre un échange entre entreprises qui n'est finalement pas rendu possible parce que compliqué pour plein de raisons à un niveau central. Je vais donner une illustration. On accompagne nous beaucoup des coopératives agricoles sur qu'est-ce qui va arriver en 2030, l'évolution des rendements agricoles, l'évolution des ressources naturelles. Et on travaille sur des bassins versants. On a vraiment en face de nous 2 coopératives. 2 coopératives qui se posent les mêmes questions, qui sont en discussion avec les parties prenantes, notamment les associations écologiques, c'est tout le débat sur la rétention de l'eau. Chaque entreprise en silo essaie d'être sur le chemin d'une meilleure mesure de sa consommation d'eau, puisque avec le secteur minier, l'agriculture pompe directement l'eau, contrairement à beaucoup d'autres secteurs. Et donc, intuitivement, je pense que la coopération va venir simplement de cette idée qu'il y a un bassin versant, il y a une réserve d'eau commune, et qu'il va falloir la gérer ensemble. Et donc, la coopérative X aura intérêt à partager avec la coopérative Y, parce qu'il y aura un objectif simplement de rendre possible la vie ensemble à travers un bassin d'eau donné. C'est un exemple très concret, mais en fait, quand vous prenez tous les secteurs, les grands secteurs de l'activité, quand vous revenez à une échelle locale, vous trouvez énormément d'opportunités de collaboration. Et ça, je pense que ça va changer. Et ça, ce qui est chouette, c'est que ça passe pas par les grands patrons, mais ça passe aussi par les collaborateurs en local, ceux qui sont dans les industries, dans les entreprises, ceux qui sont vraiment sur le territoire. Et là, il y a quelque chose qui peut se jouer. Okay. Moi, ce que je retiens, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, c'est important qu'il y ait des impulsions au plus haut sommet des organisations, mais c'est aussi au niveau des collaborateurs, au niveau des citoyens que les choses se jouent. Et je trouve donc que ça pose la question, au fond, des bons acteurs pour créer de la confiance, les politiques, les associations. Et alors, moi, ce qui me frappe, et je me tourne vers vous, Jean-Christophe Combe, en préparant ce panel, j'ai pas mal échangé avec vos équipes, ils m'ont donné de la documentation, et j'ai retenu un chiffre qui dit que 37% des Français pensent que c'est aux citoyens d'agir. Pas aux associations, pas aux responsables politiques, pas aux entreprises, aux citoyens. Mais alors du coup, quel pouvoir on peut donner aux citoyens et puis au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Le pouvoir des citoyens, il est immense. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit à l'instant, mais on y reviendra, j'espère, tout à l'heure, parce qu'à la Croix-Rouge, on n'a pas une vision de la transition écologique et de la transition sociale. Enfin, pour nous, c'est un seul et même sujet. Et je pense que c'est important dans la façon dont on aborde justement les questions de transition, de pouvoir aborder de façon globale en fait ce sujet, notamment parce que pour nous, ce sont les plus vulnérables qui sont aussi les plus victimes, en fait, notamment des transformations ou des conséquences des changements climatiques. Je reviens à votre question. C'est gentil. Quand même. Je pense qu'il n'y a pas de transition s'il n'y a pas d'engagement. Que l'engagement, c'est vraiment la solution pour pouvoir agir. Que cet engagement, c'est le moteur en fait du refus de la fatalité quelque part. Enfin, c'est le motto de notre fondateur Henri Dunant qui dit seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Et ça, j'y crois vraiment. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité de montrer aux individus, aux citoyens,
qu'ils ont la capacité en fait d'agir, de changer les choses et qu'ils doivent avoir confiance en eux. Et je crois que avec les exemples que j'ai donnés tout à l'heure de la mobilisation dans la crise, je pense que face à cette vulnérabilité partagée, on parle de vulnérabilité, cette fois elle était partagée parce qu'on était tous égaux, et on est tous égaux face à la pandémie comme face aux conséquences des changements climatiques, eh bien la solution, elle vient, notre résilience, elle vient de la capacité des individus à se protéger, à agir localement, spontanément, en solidarité. Et donc il nous appartient, à nous, acteurs, associations constituées, institutions, collectivités, de donner cette capacité aux citoyens d'agir par eux-mêmes. Et le deuxième élément qui est important, c'est qu'il faut aussi, et nous on a fait notre évolution quelque part là-dedans, c'est qu'on doit être capable de répondre aux envies d'agir des citoyens tels qu'ils se présentent aujourd'hui. Moi, je suis dans une association qui a 150 ans. Il y a 20 ans, on imaginait que tous nos bénévoles, ils étaient là pour 40 ans, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout au long de leur vie. Eh bien, c'est plus vrai aujourd'hui. Les gens, ils ont envie d'agir ponctuellement. Ils ont besoin de mesurer l'impact de leurs actions. Ils ont besoin de donner du temps de façon beaucoup plus ponctuelle. Et ça, c'est à nous de nous adapter, c'est à nous de répondre à cette envie d'agir, tout comme c'est à nous aussi de capter les moteurs de cet engagement. Je veux dire, il n'y a pas de honte. Pareil, l'engagement, il y a quelques siècles, on se disait, ben voilà, ça venait de la charité, on achetait quelque chose pour trouver une place au paradis ou que sais-je. Aujourd'hui, eh bien, les jeunes, quand ils viennent dans nos organisations, ils viennent chercher des compétences, ils viennent chercher de la sociabilité, ils viennent chercher de la reconnaissance sociale, etc. Et il n'y a pas de honte à l'assumer. Je pense que c'est important aussi de le valoriser en tant que tel. C'est très très clair. Alors je me tourne justement vers Magali Marais. Comment est-ce qu'on peut, au fond, penser la place des citoyens à travers tous les différents acteurs qu'on vient de présenter? Parce que c'est vrai qu'on voit assez souvent dans le débat public des commissions consultatives, mais que ce soit au niveau local comme au niveau plus national. Bon, il y avait une initiative en faveur de la participation des citoyens sur les questions climatiques et transition environnementale. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment les intégrer sans que ça devienne un exercice de communication un peu formel, quoi? Alors, c'est une vraie question. Moi, je crois beaucoup à la notion de société coopérante, parce que c'est un processus, c'est-à-dire d'inviter tout le monde à pouvoir coopérer. Par contre, je pense qu'on fait fréquemment une erreur, même quand j'entends, c'est de penser que la coopération ne se produit jamais sur une base égalitaire. Et ça, je crois que c'est un des écueils à l'engagement, parce que c'est une responsabilité, et nous on le voit aussi en entreprise, que de construire les conditions de l'engagement, les conditions de la capacité d'agir, parce que chaque citoyen n'a pas la même capacité de le faire. Je donne un exemple tout bête. Il faut être sacrément motivé pour contribuer au débat public quand on travaille 15 heures par jour et quand on est déjà dans une situation précaire. Je crois qu'on n'a pas du tout la même latitude pour le faire que quand on est dans ma position d'enseignant-chercheur à Montpellier Business School. Donc ça, c'est important pour moi. C'est de réfléchir sur les conditions qui permettent de créer la capacité à s'engager. Parce que sinon, quand on va ensuite dans des actions collectives, que je salue complètement. Moi, j'ai participé à celle dans la région Occitanie sur la convention citoyenne. Je trouve que c'est extrêmement valorisant, c'est extrêmement positif. C'est une dynamique que je salue. Je trouve que les initiatives de démocratie participative qui donnent le pouvoir d'agir, ou des initiatives comme celle-ci de démocratie délibérative dans lesquelles les citoyens sont appelés à prendre part au processus de décision, à avoir un engagement long, à avoir un engagement de fond, sont des initiatives extrêmement positives et je pense qu'on ne peut que les soutenir et je salue cela. En revanche, ce sera toujours les mêmes personnes qu'on retrouvera dans ces... Ça prend du temps, c'est long, ça demande une forme d'éducation, ça demande une formation et ça demande aussi de comprendre des mécanismes d'engagement et de coopération derrière. Donc, encourager une société coopérante, on ne peut qu'être d'accord, il faut redonner cette capacité d'agir aux citoyens, quels qu'ils soient. En revanche, penser que la coopération, même si on s'appuie sur des bases de communication non violente, etc., s'appuie sur une égalité, on a une égalité de droit, mais pas une égalité de moyens. Et ça, je crois qu'un vrai vivier fondamental de notre processus démocratique, c'est de questionner la capacité de chacun à pouvoir s'engager dans ce processus démocratique.
Ça veut dire aussi qu'on doit questionner la capacité égalitaire de nos sociétés parce que c'est un levier de performance, on l'a dit, c'est un levier de bonheur aussi. Des études le montrent, dans les sociétés qui sont les plus égalitaires, on a des niveaux de bonheur, mais aussi de performance économique, y compris, qui sont extrêmement pertinents. Et ça passe par une répartition des richesses, ça passe par un certain nombre de mécanismes sous-jacents, c'est pas l'idée d'en développer. Mais voilà, je crois que c'est intéressant aujourd'hui de se poser la question de l'engagement. Moi, on travaille beaucoup ces questions au sein de la chaire Mind à Montpellier Business School, mais de la penser sur des bases, on n'a pas tous, on l'a compris, les mêmes chances, les mêmes possibilités, la même éducation et la même formation à contribuer au débat collectif. Et par contre, je crois que c'est notre responsabilité de les créer. C'est vraiment intéressant ce que vous dites. Je vous en prie, allez-y, Mme Lépine. Oui, je veux bien réagir parce que je trouve que c'est absolument passionnant cette notion d'engagement, etc. et de la contribution. Je vais me permettre de faire un pas de côté, d'avoir une parole un tout petit peu dissidente sur cette harmonie générale autour de la coopération et de la démocratie participative. Pardonnez-moi. Non, mais quand même, je l'observe à la fois comme citoyenne et comme élue. C'est quand même compliqué de voir la désaffection dans les périodes électorales du citoyen, alors que c'est le moment où il est censé engager son avis dans une urne, et le réinvestissement du champ de la participation au débat public dans des thématiques très ciblées et par des personnes effectivement un peu spécifiques, parfois radicalisées, pas que, mais quand même beaucoup, et de forcer l'engagement au quotidien sociétal. Moi, je crois qu'au-delà de la question des chances, des moyens de départ, il y a aussi la question de l'envie. Vous n'êtes pas tenu en tant que citoyen, il ne faut pas non plus faire croire qu'on est tenu de s'engager dans le débat public en permanence toute l'année, tout le temps. Vous pouvez parfaitement avoir les compétences pour, les moyens, mais pas l'envie. Vous êtes consacré, engagé dans d'autres choses, dans votre projet professionnel, dans votre projet familial, dans votre projet sportif, que sais-je, de voyage ou autre. Vous pouvez avoir d'autres types d'engagement. Vous n'êtes pas tenu à être en permanence engagé pour la société. On ne demande pas à tous les Français d'être bénévoles dans une association, je ne crois pas que ce soit l'idée, ou engagé dans des conventions citoyennes. En revanche, pour que la société fonctionne, telle que nous la connaissons, à moins d'inventer un nouveau régime, on demande à ce que l'engagement se fasse au moment au moins des votes, dans les moments électoraux. Et moi, je regrette, alors je sais qu'il faut jeter la pierre sur les politiques, c'est à cause de vous, si les gens ne vont pas voter, s'il y a de l'abstention, etc. Moi, je regrette quand même de temps en temps qu'on se responsabilise pas un peu plus là-dessus. Je trouve qu'il y a des temps démocratiques très forts sur lesquels il est important de s'engager. C'est une journée ou deux maximum tous les ans ou tous les 2 ans, selon les élections, qu'elles soient nationales ou locales. Et je trouve dommage qu'il y ait une désaffection sur ces temps-là et un surinvestissement des champs dans d'autres moments et qui soit surinvesti par certains types de personnalités, ce qui conduit à avoir une sorte de majorité silencieuse qui, je crois, est en frustration. On l'entend de temps en temps quand on est politique et qu'on va à leur rencontre dans des réunions, etc. Donc l'engagement, c'est l'une des plus belles valeurs et c'est sûrement l'une des meilleures réponses à l'absurdité du monde. Camus nous l'a enseigné il y a fort longtemps, mais qu'il soit sociétal, en association, qu'il soit en entreprise professionnelle ou dans le champ familial, il faut le saluer. Il faut surtout, je pense, revaloriser tous les engagements. Et justement, peu important qu'ils soient très généraux et très visibles et sous le feu des projecteurs, ou dans un domaine très intime, privé, ou de façon totalement humble dans une association sans en faire des caisses sur les réseaux sociaux, sur le nombre d'heures participées, données en bénévolat par semaine. Moi, je trouve que c'est la plus belle, c'est effectivement peut-être la plus belle action humaine, celle qui permet de dépasser sa propre condition mortelle. Et c'est formidable d'y aller, il faut tous les valoriser, mais je ne pense pas que nous, acteurs sociétaux, devons être exigeants à l'endroit du citoyen sur la façon dont il s'engage. Okay, c'est très clair. Donc on comprend bien qu'il y a une variété de modes d'engagement. Il y a l'engagement politique, mais on peut aussi s'engager dans une association, au sein de son entreprise, dans un tissu associatif. Parce que c'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure. À vous écouter, c'est vrai que pour l'engagement politique, on se dit, en gros, pour s'engager en tant que militant ou s'investir un peu davantage, il faut avoir du temps libre, il faut être étudiant, il faut être retraité, il faut être profession libérale et donc avoir la main sur son agenda, il faut être une profession intellectuelle. Mais comment est-ce qu'on peut faire alors pour permettre à l'ensemble de citoyens de s'investir dans le débat d'idées, dans le débat politique, ou juste de dégager du temps pour travailler dans une association ou porter un projet au sein d'une entreprise qui soit un peu différent, quoi.
Il y a plusieurs leviers. Je pense que la question de valoriser les formes d'engagement est une très bonne piste, l'engagement sous toutes ses formes, mais ça passe par après des choses très concrètes, sur de permettre même des conditions d'accès à l'emploi ou un certain nombre de revenus pour pouvoir s'engager. Ça passe par donner du temps, encore une fois, que ce soit en entreprise ou dans des formes de sociétés coopératives qu'on accompagne, mais il faut pouvoir donner du temps pour que les gens puissent aussi s'emparer, encore une fois, de cette question. Et ça passe par aussi, alors là c'est plus ma casquette d'enseignante, mais il y a une vraie aussi volonté après d'éducation à la question de l'engagement et à retravailler avec les jeunes, mais je pense qu'ils seront meilleurs que nous quand même dans ce domaine-là, à investir leur capacité d'agir, leur capacité à pouvoir œuvrer au sein de la société. Donc il y a plusieurs leviers, mais ça repasse, et là je reviendrai, par aussi des questions de cohésion sociale qu'on a évoquées avant et qui sont rendues complexes, comme vous le disiez très justement, parce qu'il y a les questions de stabilité économique pour pouvoir soutenir cet engagement. Il y a des questions culturelles, se reconnaître dans ce qu'on nous propose. Il y a des questions politiques, là, comment intimement j'ai les outils pour pouvoir agir. Et puis, en plus, aujourd'hui, il y a des questions climatiques, écologiques. On n'aura pas les mêmes conditions non plus et les mêmes impacts de cette transition en fonction de l'endroit où on opère et où on vit. Donc, bien évidemment, valoriser ces formes d'engagement multiples. Et puis, je reviens, nous, on travaille beaucoup, par exemple, avec des sociétés coopératives dans le domaine de l'ESS, etc., où les chefs d'entreprise s'emploient à créer des conditions pour que l'engagement puisse avoir lieu. Et c'est pas du tout acquis, c'est pas du tout inné. On n'aura pas toujours tout le monde qui va pouvoir s'engager dans cette démarche. Mais si on travaille sur vraiment ces conditions qui le permettent, on peut réussir à créer, en tout cas, un certain nombre de leviers. Ok, c'est très clair. Alors, je vous propose de nous tourner dans la troisième partie de notre plateau. On va s'intéresser aux solutions pour créer de la confiance de manière très concrète dans les entreprises, dans les associations, dans la vie politique de manière plus générale. Et quand je parle de solutions, je ne parle pas de grands principes, mais vraiment de comment est-ce qu'on fait là maintenant pour changer les choses. Donc, je me tourne pour commencer vers Jean-Christophe Comte de la Croix-Rouge. Peut-être je proposerai ensuite à Antoine Denoy de réagir. Comment est-ce qu'on peut diffuser un management basé sur la confiance ? Je vais rebondir justement sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis dit, il devra dire quelque chose. Non, je crois qu'il faut, au-delà de l'incarnation, il faut que l'organisation, elle se vive en conformité avec ses principes, avec ses valeurs et avec ses engagements. Je donne un exemple à la Croix-Rouge, comment on fait. On est une organisation qui ne fonctionne que par la confiance des gens qui s'y engagent, qu'ils soient bénévoles, qu'ils soient salariés, par les donateurs, les entreprises qui nous soutiennent, etc. Et donc, on doit cultiver cette confiance. Et donc, ça passe par la façon dont on fait les choses, évidemment par la question de l'exemplarité, qui doit être incarnée au quotidien par l'ensemble des acteurs de l'organisation, mais aussi par un certain nombre de concepts qui, je le concède, sont un peu nouveaux dans le milieu associatif. Et je pense notamment aux questions de performance économique, de redevabilité, qui vont pas forcément de soi. Et chez nous, on a apporté ça avec un concept de performance globale, donc tant économique. Donc voilà, on a transformé le modèle économique de l'organisation pour le rendre beaucoup plus performant. Expliquer que c'était une question de la confiance qu'ont les gens en nous. C'est la façon dont on gère l'argent qui nous est donné. Voilà, une grosse partie de notre modèle économique, c'est de l'argent public, c'est des dons. Et donc, on se doit de bien gérer. C'est la question de la mesure de l'impact social et donc de l'évaluation de l'ensemble de nos actions. Et donc, savoir ce que... Je parlais tout à l'heure... J'en faisais un moteur de l'engagement, c'est un moteur de l'engagement, c'est aussi une condition de la confiance, que cette redevabilité, dire comment on est efficient et quel est l'impact en fait de nos activités. Et puis la troisième dimension, elle est environnementale. Ça peut paraître, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure je suis renvoyé à moi-même la question de transition écologique et sociale, puisque dans nos grandes organisations, avec un objet social engagé à impact positif, on a longtemps oublié en fait de se poser la question de l'impact environnemental de nos activités. Nous, c'est quelques années en fait qu'on travaille à diminuer l'impact environnemental de nos activités. On est un grand opérateur comme le groupe SOS du secteur sanitaire et social. On gère des établissements médico-sociaux. C'est un peu plus d'1 million de mètres carrés
de bâtiments qui aujourd'hui sont utilisés pour accueillir et accompagner des personnes dans nos structures. Donc vous imaginez ce qu'on peut faire lorsqu'on commence à parler de performance énergétique des bâtiments, lorsqu'on commence à parler d'approvisionnement en circuit court, de gestion des déchets, de l'eau, etc. On a un impact qui est immense et qui se vit aussi dans la façon dont on fait les choses en France, mais aussi à l'international, parce que, pour donner une petite dimension internationale, dans l'action humanitaire à l'international, c'est la même chose. On a très longtemps oublié la question de l'impact environnemental de nos activités. C'est très clair. Antoine, vous voulez dire quelque chose ou vous estimez que vous avez déjà tout dit tout à l'heure? Non. Moi, je donnerai un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est la marque C'est qui le patron? Je pense que vous la connaissez probablement, c'est la marque du consommateur. Et le type qui l'a fondé, il est simple en fait. Il dit, le sujet, c'est que globalement, il faut rendre davantage de valeur aux plus vulnérables, en l'occurrence les producteurs de lait. Et il y a deux chemins. Il y a le chemin classique dans une boîte où on va faire des études marketing pour regarder combien sont prêts à payer plus les consommateurs, où on va mentalement raisonner sur toutes les contraintes de l'existant, distribution, toute la chaîne de valeur. Et puis il y a cette manière simple qu'il a lui d'opérer, qui est de dire j'envoie des questionnaires à des consommateurs et avec 3 questions dans un formulaire un peu mal fait, et ben il a demandé combien tu serais prêt à mettre plus de centimes pour le producteur. Il me semble que la brique de lait, m'avait-il dit, c'est 80 centimes et le consommateur était prêt à mettre 20 centimes en plus. Et après il a continué à être simple. C'est-à-dire qu'en fait il a dit je vais suivre ça et donc je vais embarquer ceux qui m'ont répondu. Et je vais leur demander de m'aider à lancer ces briques de lait. Il en vend des millions maintenant. Et sa dernière astuce, elle est chouette. C'est-à-dire que quand un consommateur rentre dans un réseau de distribution dans lequel il n'y a pas le produit, eh bien, en fait, il envoie dans l'appli un petit message et le directeur du magasin reçoit une alerte en disant pourquoi il n'y a pas ce produit, c'est pas possible. Donc en fait, il a mis du mouvement, il a fait des choses simples et il s'est rapproché un maximum de ceux qui décidaient. Faut pas faire le deuil des grandes décisions collectives et de tout ce qui fait nos grandes organisations. Simplement, à un moment donné, il faut quand même partir du principe qu'on est sur une période d'individualisme fort qu'il faut prendre en considération. Il dit simplement que toutes nos grandes organisations doivent évoluer dans la culture et mettre cette simplicité. Alors, à un moment donné, il y avait 10 manières de le faire, il en a fait une et puis il a réussi. Ok, c'est très clair, allez-y. Ouais. Non, je pense que c'est un très bon exemple de la manière dont on arrive à fédérer autour d'un projet qui fait du sens et puis avec simplicité et pragmatisme. Je trouve que c'est bien aussi de saluer les initiatives positives, hein, on l'a dit, mais voilà, il y a des choses extraordinaires qui passent. Nous, on travaille beaucoup avec des initiatives qui sont notamment des initiatives de réappropriation, ça c'est vraiment très intéressant. On travaille dans le cadre de la ShareMind, par exemple, avec une plateforme qui s'appelait Human for Impact, qui va essayer de réinvestir dans le champ de l'investissement à impact, vous en parliez très justement, et qui va redonner aux citoyens, vous et moi, la possibilité d'investir directement sur des projets à impact, mais en simplifiant, en passant par plusieurs choses, déjà en mesurant l'impact sociétal et puis surtout en simplifiant de manière pédagogique la capacité de mesurer cet impact sociétal. Parce qu'aujourd'hui, on a une difficulté à savoir ce qu'est un projet à impact sociétal, etc. Donc, il y a des initiatives de réappropriation. Il y a beaucoup de choses qui existent, heureusement d'ailleurs, et je pense qu'on a une vivacité, par contre, là-dessus, absolument incroyable sur notre territoire dans ce domaine. C'est très clair. Alors justement, je vous propose tout de suite de rebondir. Ce matin, pour celles et ceux qui étaient avec nous, on a parlé de la notion de société inclusive. Comment est-ce qu'on fait pour mieux intégrer dans la société les femmes, les minorités, celles et ceux qui n'ont pas toujours leur place parce que les procédures, les schémas sont juste pas faits pour les accueillir. Voilà, vous, Magali Marais, je crois que vous avez un peu travaillé sur ces questions. Comment est-ce qu'on peut créer de la confiance vers ces publics ? Oui, d'ailleurs, vous aviez sélectionné des travaux qui étaient absolument passionnants sur la notion d'intersectionnalité et de leurs origines qui viennent du... Je ne me suis pas sentie assez légitime pour en parler moi-même. Voilà, mais qui viennent de l'origine du féminisme, hein, notamment. C'est une théorie très critique que vous aviez sélectionnée, mais qui vient questionner finalement la notion de... Ça ne se voit pas comme ça, mais je suis très radicale. Ouais. Voilà, je ne sais pas si ça se voit ou pas, je ne me permettrai pas ce jugement de valeur. En l'occurrence, cette théorie nous apprenait qu'on avait dans nos sociétés des modes de domination qui sont combinés, c'est-à-dire qui s'ajoutent. Voilà. Et l'exemple de l'origine de cette théorie, c'est de considérer la question des femmes noires, hein, notamment en disant que quand on est une femme, on a déjà une certaine forme potentiellement de discrimination. Quand on est noir, encore plus. Et les deux ensemble, on a une identité propre. C'est-à-dire que ça dépasse finalement le fait d'être une femme et le fait d'être de couleur noire, mais d'avoir encore plus une représentation. Et cette théorie parle de la manière dont on va traiter des populations qui sont marginalisées, hein, et qui vont avoir des enjeux stratégiques et identitaires
identitaires qui sont un peu spécifiques. Ça, c'était pour le clin d'œil, mais c'était intéressant parce qu'aujourd'hui, la notion d'intersectionnalité continue de questionner parfois le cumul de certaines formes de discrimination, que ce soit des discriminations de genre, des discriminations liées aux préférences sexuelles, des discriminations de tout type, d'origine sociale, etc. Et la manière, oui, dont on travaille beaucoup sur ces questions, sur la manière dont on peut lutter ça, alors nous plus spécifiquement dans le domaine de l'entreprise, mais on voit qu'on a aujourd'hui des outils pour mettre en place des managements inclusifs. D'ailleurs, les entreprises, je trouve, réussissent plutôt bien dans ce domaine. On a des chiffres qui montrent que certaines entreprises, une étude récente du BCG qui nous a été transmise par une collègue, qui montre que 76% des collaborateurs se sentent inclus dans le domaine de l'entreprise. Donc il y a encore beaucoup de chemin. Ces chiffres sont rassurants quand même. Qui sont rassurants, oui bien sûr, et il faut en tenir compte, mais par contre on a encore des discriminations qui persistent, que ce soit sur la question des femmes, que ce soit sur un certain nombre de sujets qui restent extrêmement tabous. Enfin en tout cas ça c'est ma vision personnelle, mais je pense qu'on même sur le sujet du genre on n'y est pas encore, et alors sur d'autres encore moins. Mais voilà, mais on a plein de leviers d'action, on a des acteurs qui s'engagent au quotidien sur ces questions sur lesquelles on travaille. C'est très très clair. Alors justement, Sofiane Karafa, est-ce que face à ce consensus que nous on a, qui est de dire qu'il y a une forme de défiance profonde dans la société, comment est-ce qu'on peut permettre aux citoyens, alors j'ai envie de dire aux agents économiques, mais ça c'est un prisme, d'en prendre conscience et potentiellement modifier leur comportement? En fait, comment est-ce qu'on peut dire aux gens, il y a un vrai problème et on peut changer? Oui, pardon. Mais vous allez voir, plus ça avance, plus les questions sont difficiles. Vous avez un bouc émissaire aujourd'hui. Oui, voilà. J'ai mes chouchous, j'ai mes boucs émissaires, c'est comme ça. Pour essayer de répondre de manière très humble. Alors déjà, je pense que c'est fondamental ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question de la vulnérabilité, c'est-à-dire que notre regard enferme beaucoup les personnes dans leur plus petite appartenance, et c'est aussi notre regard qui les libère. Ça vient pas de moi, ça vient d'Amin Malouf, c'est absolument fondamental, et ça, je pense qu'il faut qu'on travaille dessus justement pour résorber ce climat de défiance. Et après, il y a notre capacité aussi à créer de la richesse, et créer de la richesse à la fois en termes de productivité, en termes d'impact, à quel bénéfice, pour quel bénéfice, et puis notre manière de la répartir. Je pense que Jean-Christophe parlait de la professionnalisation du monde associatif. Vous parliez aussi du côté des entreprises, du SBF 120 notamment, qui cherchent de la raison d'être, qui cherchent de la mission. En groupe SOS, nous, on est né de ce constat-là. C'est pour ça qu'on se définit comme entreprise sociale, c'est-à-dire créer des modèles économiques résilients pour agir contre toutes les formes de lutte contre les exclusions. En tout cas, c'est notre combat pour agir pour les territoires, pour agir pour les personnes vulnérables et essayer d'avoir un modèle économique au plus près de notre action. C'est-à-dire que le modèle du groupe SOS, c'est une association qui est certes une entreprise sociale, mais une association qui crée de la richesse, qui est la somme des budgets de ces 600 structures partout en France, 600 structures qui sont d'ailleurs au plus près des territoires, donc on est dans un modèle ultra décentralisé, avec des associations qui ont des actions concrètes, qui ont des combats communs, et où chacun peut trouver du sens, de l'engagement, et puis un modèle d'une union d'associations qui répartit les richesses, qui réinvestit 100% de ses résultats dans des nouvelles causes, et donc je le disais tout à l'heure sur la cause autour qui est née du constat des Gilets jaunes sur les 1000 cafés, qui est né récemment, et puis avec un principe de salaire plafonné de 1 à 15. Et rien que de dire ça, je trouve que l'ensemble des dirigeants, l'ensemble des collaborateurs et l'ensemble des bénévoles du groupe SOS peuvent à la fois se retrouver sur le modèle et se retrouver sur les causes. Et donc ça, c'est une des réponses, en tout cas, sur la défiance, c'est-à-dire le modèle, la clarification du modèle, et puis ce que disait Jean-Christophe également sur la mesure de la richesse. Je pense que tout le monde aujourd'hui convient, en tout cas depuis une dizaine d'années, que le PIB a ses limites en termes de mesure de l'impact économique et qu'effectivement, il faut qu'on fasse des efforts énormes sur la mesure de l'impact social, la mesure de l'impact environnemental. C'est fondamental pour les personnes qui s'engagent et puis c'est fondamental pour les acteurs associatifs comme nous qui voulons savoir accessoirement
si ce qu'on fait est efficace et quels sont les leviers d'amélioration pour qu'on ait plus d'impact et pour qu'on puisse sortir plus facilement les personnes de leur inégalité, de la pauvreté et travailler sur l'inclusion de tous dans une société qu'on veut a priori le plus inclusive possible. Juste une petite précision, c'est vrai que c'est très intéressant de penser ces notions d'inclusion et sur la représentation aussi de ceux qui peuvent prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes. Par exemple, prendre une décision pour des personnes handicapées sans les convoquer directement à leur débat des situations qui les concernent est une problématique. Je travaillais récemment sur une question des sans-abri dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. De la même manière, a-t-on le droit et la capacité à décider pour ces gens-là de ce qui est bien pour eux? C'est une vraie question aussi d'enjeu d'inclusion sur la manière dont effectivement sont prises les décisions pour les populations qui sont concernées. Ouais, c'est très clair. Je voyais le logo des ODD qui sont déclinés là, depuis quelques années. Moi, je trouve ça intéressant de voir à quel point ces objectifs de développement durable, il y en a une dizaine, qui sont clairs, qui sont le fruit d'une maturation de plein de gens, d'univers différents, de pays différents, peuvent être déclinés au niveau d'un pays et pour donner du sens. Parce qu'en fait, in fine, la confiance, on va l'avoir parce qu'on est réunis autour de quelques causes communes. Et je pense que votre remarque aussi, parce que je ne séparais pas le social de l'environnement, et la perception que vous en avez eue m'amène à dire que je pense on manie plein de concepts comme la transition écologique, et je pense que la vertu des ODD, c'est de mettre de la clarté, de bon sens. Et je pense que ce sera un bon débat public à avoir. Est-ce qu'on y croit où est-ce qu'on a envie de mettre notre énergie? Mais en tout cas, la grille de lecture, elle est simple et elle est à disposition. Donc, ce sera intéressant de peut-être davantage exploiter au niveau national. Oui, Antoine, j'ai plus besoin de faire le modérateur puisque vous avancez vous-même dans les questions que je vais poser, donc c'est parfait. Est-ce que, au fond, on a lancé un certain nombre de pistes là depuis 3/4 d'heure qu'on discute ensemble, mais voilà, une fois qu'on a dit ça, quels objectifs on peut se fixer, quelles stratégies on peut décliner? Alors, c'était fait au niveau des Nations Unies avec les objectifs les ODD, les objectifs de développement durable, mais comment est-ce qu'on peut décliner ça au sein d'une entreprise de manière extrêmement opérationnelle? Comment est-ce que dans une association, comment est-ce qu'au niveau national, on peut faire une vraie stratégie avec des objectifs à atteindre, comme un plan de transformation d'entreprise, comme des objectifs financiers? Comment est-ce qu'on peut catalyser le changement autour de ces objectifs? Peut-être Madame la députée? Alors, je pense que ces objectifs, ils sont déjà déclinés par de nombreuses structures, qu'elles soient associatives, entrepreneuriales ou collectivités publiques, ministères, etc., sont tous les engagements autour globalement de la RSE. Il existe de nombreux labels, de nombreuses certifications, de nombreuses démarches, des référentiels. Nous, en 2018-19 pour son adoption définitive, mais 2018 pour le lancement, on a eu la loi Pacte qui est venue intégrer la RSE à la fois dans le Code civil et puis créer la possibilité de se doter d'une raison d'être ou de se transformer en société à mission, qui est une sorte de statut public reconnu par l'État, d'engagement concret que vous prenez en faveur d'objectifs environnementaux et sociaux. Ça fonctionne plutôt pas mal. Il faut le dire, c'est quand même une bonne nouvelle, ça fonctionne plutôt pas mal. On a plus de 200 entreprises à mission quelques années après sa création, alors qu'à l'époque des débats, tout le monde nous disait que ça servirait à rien, donc comme quoi c'était bien de le faire. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un outil et qu'il vit, c'est une bonne chose. Vous trouverez, un jour, vous aurez probablement, ça arrivera, un scandale d'une société à mission qui n'était pas aussi vertueuse qu'annoncée au départ. Franchement, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que en immense majorité, ça avance. Moi, là où je voudrais vraiment attirer l'attention de tout un chacun, c'est vraiment, je pense qu'il faut cesser avec la crainte de l'imperfection, la crainte de l'erreur, la crainte de l'échec, la crainte et qui alimente ce circuit de défiance au lieu de voir finalement qu'il y a 180 boîtes vertueuses parmi les sociétés à mission. On va se dire, il y en a 10 qui ont dit qu'elles étaient des sociétés à mission. En fait, elles réussissent pas. Regardez, c'est du greenwashing ou autre. Regardez celles qui fonctionnent et globalement, en majorité, ça avance. Autre chose aussi, je pense qu'il faut qu'on se détende en France. Évidemment, il y a de la pauvreté, de la précarité, des soucis environnementaux encore à résoudre. Mais globalement, en France, ça va quand même plutôt pas mal. On a un système social qui fonctionne, on a des engagements publics qui sont en partenariat avec des associations qui fonctionnent très bien, on a plus de 16 millions de bénévoles, on a des entreprises qui se transforment de plus en plus au quotidien, on a une école publique, un hôpital public qui a notamment résisté aussi à la crise Covid. Donc, je crois aussi qu'il faut qu'on se fasse confiance mutuellement les uns les autres et qu'on ait confiance en notre nation un petit peu, si on veut pouvoir avancer et positiver. Parce qu'on ne créera pas de la confiance
entre structures, entre citoyens, en passant notre temps à se dire que finalement, et en se fouettant en permanence, en se disant que quand même on est très malheureux. On n'est pas si malheureux que ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester assis à ne rien faire et se reposer sur des lauriers. Il y a toujours à parfaire et à partager. Mais je pense qu'il faut aussi retrouver cette base de on a un bon socle. Et quelque part, ce que nos ancêtres ont créé pendant des générations et des générations, bah, ça a de la gueule, il faut se le dire, ça a de la gueule. Et ça nous permet d'avoir ces conversations aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des relations entre institutionnels, acteurs économiques et associatifs. Et ce sont de bonnes nouvelles. Ça, c'est la première des choses pour créer le climat de confiance. Ne pas avoir un prisme de lecture qui soit strictement négatif. Après, on peut se permettre de continuer à développer, à améliorer, comme l'initiative qui a été prise sur le lait. Donc la loi Pacte, qui est l'une des clés, mais il y en a beaucoup d'autres. Moi, je crois beaucoup aux initiatives aussi qui sont créées par la société civile ou par les entreprises elles-mêmes. Je pense qu'elles se régulent très très bien entre elles, et notamment pour des raisons de compétition ou de coopétition, et que c'est très favorable pour une performance globale que d'améliorer sa performance environnementale et sa performance sociale. On fidélise à la fois ses salariés, ses clients, ses fournisseurs. On améliore le produit. Ça a été démontré, je crois, maintenant depuis fort longtemps. Ce qui nous reste à faire quand même en France qui ne fonctionne pas, c'est l'acronyme RSE, qui n'imprime pas chez les Français. Un Français sur deux sait ce que ça signifie, responsabilité sociale et environnementale ou responsabilité sociétale des entreprises. Il y a plusieurs façons de le décliner. Donc finalement, il nous faudrait de bonnes idées et que quelqu'un nous trouve un nouveau terme qui fonctionne. Je crois qu'entreprise engagée est plus connu que RSE. Donc voilà, hormis ce benchmark, quand même, globalement, on est plutôt en leadership en Europe. La transformation européenne arrive bientôt. On a des ministres qui se battent sur le sujet. Donc il faut finalement plus d'Europe et plus de France en Europe pour que l'on arrive à transformer cela de façon plus réglementée sur la totalité du marché européen. Si un petit point sur lequel nous, on peut faire un effort, les pouvoirs publics, il faut qu'on le passe dans la commande publique. Il faut qu'on mette les engagements sociaux et environnementaux dans la commande publique comme élément de réponse à surpondérer, ce qui permettrait de favoriser. Le levier de la commande publique, c'est quand même plus de 280 milliards d'euros par an. Donc si on favorisait les entreprises vertueuses sur la commande publique, évidemment, normalement, logiquement, on devrait permettre aux entreprises vertueuses de grossir un peu plus. Donc c'est le cap qu'il nous reste à franchir. Ce que je retiens, c'est que ça veut dire qu'à tous les niveaux de l'entreprise, y compris dans les fonctions qui semblent parfois un peu éloignées des questions de RSE, il y a des gisements d'investissement, des leviers d'action. Voilà, c'est marrant parce que la question des achats avait été évoquée ce matin quand on parlait d'égalité femmes-hommes, mais c'est aussi un levier en matière de RSE. Alors, on va prendre quelques questions qui nous ont été adressées par les internautes qui nous regardent. Alors, je les découvre sur mon téléphone, mais je vais essayer de les retranscrire le plus fidèlement possible. La première, elle s'adresse à vous, Jean-Christophe Combe, donc vous allez pouvoir nous expliquer ce que c'est, parce que moi je ne sais pas ce que c'est. On m'indique que la Croix-Rouge est un modèle de l'économie circulaire avec ses vesti-boutiques, mais la confiance n'est-elle pas aussi le fait, lié à l'évolution des modèles? Les théories économiques sont toujours des bases pour construire une réflexion, mais au-delà, comment est-ce qu'on peut agir? Donc voilà, au-delà de la question qui est peut-être un peu complexe, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est? Voilà, merci. Mais, ah là là, il y a les bons élèves au premier rang. Ce que c'est qu'une vesti-boutique. Gros suspense. Ce qui est intéressant derrière cette question, en fait, c'est de montrer que j'ai parlé tout à l'heure de transformation du modèle économique, du fait qu'on assumait une certaine performance, du fait aussi qu'on autonomise notre modèle économique, qu'on assume aussi une part d'activité, on va dire, à caractère commercial pour générer des revenus qu'on réinvestit, nous aussi, 100% dans l'action sociale. Bien, les vesti-boutiques, historiquement, la Croix-Rouge française est un collecteur en fait, de textiles de seconde main et redistribuait dans ces unités sur le terrain des vêtements à très bas prix ou gratuitement pour les personnes, pour leur permettre de se vêtir. Aujourd'hui, surfant sur la mode du textile de seconde main et sur l'enjeu environnemental qu'il y a derrière, on a complètement rénové en fait, ce réseau, en train de construire un réseau en fait, de boutiques qui s'appelle Chez Henri, comme Henri Dunant. Qui va permettre justement de revendre et donc d'assumer le caractère commercial de cette activité-là pour financer nos actions sur le terrain sans perdre la valeur sociale, puisqu'on continuera à donner des vêtements aux gens qui en ont besoin, et en développant également l'engagement, parce que ça c'est important. J'ai parlé tout au début de la question de la proximité pour développer la confiance. L'objectif aussi derrière ça, c'est de réinventer notre présence territoriale et de mieux l'inclure sur les territoires en faisant de l'acte du don ou de l'acte d'achat un vrai acte d'engagement.
C'est très clair. On aura appris de nombreuses choses aujourd'hui, mais maintenant on saura aussi ce que c'est qu'une vestiboutique. C'est peut-être le plus important. Alors peut-être une autre question qui nous est adressée, qui est, je trouve assez intéressante, parce que pour l'instant on n'a pas trop parlé de l'international, on a fait peu de comparaisons internationales, et donc je pense que c'est important qu'on consacre quelques minutes à ce sujet. Alors il y a une internaute qui nous indique que les pays nordiques sont souvent des modèles en matière de cohésion, transition, confiance. C'est vrai qu'on n'avait pas encore parlé des pays nordiques, donc c'est le moment. Voilà, d'abord, est-ce que c'est exact? Est-ce que le miracle a vraiment eu lieu? Ne regarde pas Et à ta gauche. Très bien. Et ensuite, que peut-on en apprendre et en tirer comme leçon? Analyse utile en France au-delà des cultures politiques. Alors, les questions difficiles, on a dit que c'était pour vous. J'ai le spécialiste des pays nordiques. Non, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas, à regarder dans les pays nordiques. C'est un peu où il ne faut pas un peu se flageller, comme le disait la députée, sur effectivement la qualité des services publics en France et de l'État-providence. Évidemment, il y a des États-providence aussi dans les pays nordiques. Et ce qu'on pourrait regarder, c'est leur capacité à travailler, que les pouvoirs publics puissent travailler avec les entreprises et avec les entreprises sociales et les associations. Nous, on essaye de travailler, la Croix-Rouge aussi et des tas d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, à ce qu'on peut appeler les coûts évités. C'est-à-dire que les innovations sociales qu'on peut proposer, eh bien, nous, notre engagement, ou en tout cas, c'est là où on apporte peut-être de la plus-value à la société, c'est qu'avec le même service rendu, le même service public rendu, on essaye de le faire de manière plus efficiente, c'est-à-dire plus impactante, et avec des coûts pour la société, des coûts publics, des coûts budgétaires un peu moindres que d'autres modèles. Donc ça, je pense que c'est quelque chose peut-être à tirer des pays nordiques, c'est-à-dire la capacité de faire confiance à des acteurs de l'économie sociale, de faire confiance à d'autres modèles de gestion qui peuvent être à la fois plus inclusifs et plus efficients sur les territoires. Mais pour travailler sur les coûts évités, j'en reviens, encore faut-il savoir mesurer précisément l'impact de l'ensemble de nos actions. Et donc, il faut le faire, il faut être transparent, oui, pour qu'une entreprise, par exemple, remplisse ses objectifs de développement durable, il faut qu'on se fixe des caps, à la fois sur l'énergie au service de la transition écologique qu'on utilise dans toutes nos cantines et dans tous nos établissements pour la jeunesse, pour les personnes âgées, dans nos hôpitaux, qu'on puisse avoir plutôt des produits bio et de qualité, et si possible lutter contre le gaspillage alimentaire, et en même temps être bienveillant, c'est-à-dire se fixer des objectifs, être accompagné pour les atteindre. Et en plus, nous, on a sorti un rapport Objectif Développement Durable 2025 au groupe assez ambitieux, et on propose à d'autres acteurs, notamment du monde de l'entrepreneuriat, de les accompagner. Et puis, si on n'y arrive pas, pas nous flageller, mais simplement savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, faire un retour d'expérience et essayer d'améliorer ça. Et peut-être que cette bienveillance et cet état-providence peut-être plus efficient, c'est ce qu'on pourrait retirer des pays nordiques. Ça va, je m'en suis très bien sorti. C'est très clair. Est-ce que vous voulez réagir? Oui, je ne suis pas du tout une spécialiste des pays nordiques non plus. En revanche, je regardais ce matin un sondage justement sur la perception, parce que c'est important, on parlait de la perception tout à l'heure de l'inclusion en entreprise. Il y a des études qui montrent 76%, mais on sait qu'il y a des études qui montrent des scores moindres. Sur la cohésion sociale, c'est un peu différent. On a un score de d'Ipsos en 2020 qui montre par exemple que les pays nordiques arrivent en tête du classement sur la perception positive de la cohésion sociale. La France est extrêmement en bas du classement. Mais on trouve aussi à côté des pays nordiques des pays comme l'Arabie Saoudite ou la Chine, etc., qui questionnent aussi après sur, au-delà de la perception de la cohésion sociale, sur les valeurs et les modèles auxquels on adhère. Une chose est sûre, c'est que, alors moi je connais beaucoup plus les pays nordiques dans le domaine de l'éducation. Et je sais que par contre, ce qui est marquant, c'est qu'ils ont fait un certain nombre de choix politiques. Alors là, en termes d'éducation, par exemple, le programme par exemple, de pays comme la Finlande a été de placer en priorité pédagogique première la question du bonheur et de l'épanouissement. C'est un vrai choix politique. C'est-à-dire que quand vous posez cette ambition au cœur de votre programme de développement, vous avez des programmes pédagogiques qui se transforment, vous avez une nouvelle manière de construire ce système éducatif, etc. Donc voilà, c'était peut-être juste ma lecture qui n'est pas très internationale, mais qui remet aussi cette notion de choix très importante dans cette question d'engagement.
Je crois effectivement que vous avez fait une belle synthèse des enjeux du jour. On voit les talents de professeurs des universités. On a parlé de confiance, de défiance, de solutions. On a essayé de tracer ce panorama. Ce matin, on a parlé de l'inclusion de l'ensemble des parties prenantes de la société. Dans un instant, on va parler de croissance inclusive. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que celles et ceux qui travaillent touchent une part des fruits de leur travail? Comment est-ce que le travail peut payer? Comment est-ce que la croissance peut associer l'ensemble des acteurs qu'on a évoqués aujourd'hui et qu'on peut orienter vers une croissance innovante, intelligente, durable, inclusive? On évoquait ce matin aussi avec la représentante de l'OCDE les questions de résilience dans la croissance. Bref, on va parler de tout ça dans un quart d'heure. Restez avec nous, à tout de suite.